Chers frères, chers concitoyens du monde, bonjour. Ce quatrième thème de notre émission Hikma continuera aujourd'hui encore d'aborder l'aspect relatif à la connaissance des Africains et assimilés. Cette fois-ci, nous allons voir comment cette communauté est organisée sur cette terre. Mais avant cela, permettez-moi tout d'abord de rappeler ce que j'avais dit. C'est le souhait que j'avais formulé. À savoir que laissons de côté ces considérations de noir, de blanc, de jaune, n'est-ce pas, de nègre, de tirailleur, de bamboula, parce que ce sont des termes qui n'existent pas et certains ont été inventés dans un sens de dérision. Donc, n'acceptons plus d'utiliser effectivement ces termes dans notre langage de tous les jours. Deuxième précision que je fais toujours, il ne s'agit en aucun cas pour nous d'opposer les races aux races, le racisme au racisme. Nous voulons simplement demander à la communauté internationale de mieux respecter les Africains assimilés parce qu'aujourd'hui, ils font l'objet d'énormément d'irrespect et de condescendance de la part, effectivement, d'autres peuples qui habitent cette terre. Donc, nous souhaitons l'avènement d'un monde de respect mutuel. Les Africains assimilés, il y en a à l'origine en Afrique, en Océanie, mais également au Pacifique. Bien entendu, en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, pour des raisons liées effectivement à l'esclavage. On les évalue actuellement à environ 1,5 milliard de personnes dans le monde, tout continent compris. Leur système d'organisation est aujourd'hui disparate. L'Afrique a ses organisations politiques telles que l'Union africaine, mais également des organisations régionales et sous-régionales. Aux États-Unis, nous avons le Congressional Black Caucus qui compte 41 membres à la Chambre des représentants, mais également un sénateur. Le CBC, c'est-à-dire le Congressional Black Caucus, qui représente ces Américains des États-Unis, est aujourd'hui un puissant groupe parlementaire qui compte 41 représentants, soit environ 10% des membres de la Chambre. Et un sénateur, et il jouit d'ailleurs d'une influence législative très importante, considérable, grâce à sa capacité effectivement à voter en bloc. Ça, je sais que beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils sont organisés, ces gens du caucus. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation transversale, unitaire politique entre Africains et assimilés d'Afrique et d'ailleurs, de ce qu'on appelle la diaspora, entre ceux d'Afrique, ceux du Pacifique, ceux d'Océanie, mais également ceux d'Amérique du Nord, du Sud, du Centre, bref, du monde entier. C'est vraiment très rare de voir des organisations unifiées. Deuxièmement, la solidarité est presque inexistante dans cette communauté et il n'existe pas de lobby représentatif pouvant peser sur les événements du monde. Pas de lobby politique, pas également de lobby économique. Je crois que la troisième caractéristique de cette communauté, c'est que c'est une communauté également qui manque aussi
d'une masse critique de leaders qui s'affirment, comme d'ailleurs c'est le cas de Paul Kagame au Rwanda ou également de Mohamed VI au Maroc. On se rappelle de Paul Kagame, il a fallu qu'il bataille à dur effectivement contre un certain nombre d'injustices pour qu'aujourd'hui il soit considéré comme l'un des meilleurs chefs d'État africains, qu'il soit respecté à la lettre, et on respecte l'Afrique à travers lui. Le commerce intracommunautaire est très faible, seulement 14%. Là aussi, c'est une caractéristique de notre communauté. L'essentiel des activités économiques exercées dans nos terroirs, dans nos territoires, est le fait souvent, effectivement, de personnes étrangères. Ça aussi, c'est une caractéristique. Et pourtant, oui, et pourtant, dans l'histoire, cette communauté était tellement bien organisée qu'elle inspirait le monde à travers notamment l'Égypte, dont je vous ai déjà entretenu, de l'origine africaine, mais également, surtout, l'Empire mandingue qui est très proche de nous. Un empire qui, comme vous le savez, était situé dans le haut bassin du fleuve Niger, entre la Guinée et le Mali actuel. C'était une très très grande civilisation, la civilisation du Mandé de l'Empire du Mali. Sur le plan académique et scientifique, cet empire du Mandingue, chers concitoyens du monde, s'imposait comme le grand temple du savoir au Moyen-Âge. D'ailleurs, il y a une chaîne de télévision qui s'appelle National Geographic qui décrivait d'ailleurs Tombouctou comme le Paris du monde médiéval en raison de sa culture intellectuelle. Et selon d'ailleurs le professeur Henry Louis Gates, le professeur Henry Louis Gates, un universitaire et critique littéraire américain, 25 000 universitaires y auraient étudié. Y auraient étudié et plus de manuscrits découverts, beaucoup de manuscrits étaient découverts concernant surtout les mathématiques, la médecine, la poésie, le droit et l'astronomie. Alors, un producteur britannique également, du nom de Michael Palin, dans sa série télévisée Autour du Sahara, affirmait également que l'imam de Tombouctou, figurez-vous bien, l'imam de Tombouctou, cet imam de Tombouctou disposait d'une collection de textes scientifiques qui effectivement montrait clairement les planètes en orbite autour du Soleil. Au début du XIIIe siècle, à l'issue d'une grande victoire militaire, l'Empire mandingue a proclamé la charte du Mandé nouveau. Cette charte était l'une des plus anciennes constitutions au monde. Au monde, je dis bien au monde, même si elle n'existe que sous forme orale. Elle se composait d'un préambule et également de 7 chapitres prônant notamment la paix sociale dans la diversité, l'inviolabilité également de la personne humaine, l'éducation, oui, l'intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l'abolition également de l'esclavage par razzia, mais également la liberté d'expression et d'entreprise. Figurez-vous que cette charte du Mandé est inscrite en 2009 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel, effectivement, de l'humanité. Donc, effectivement, cet empire du Mandé, mais également l'empire égyptien, montre que
les Africains assimilés avaient une très grande civilisation, une civilisation qui a marqué le monde, mais que finalement des entreprises comme l'esclavage et la colonisation ont cassé. Passons maintenant à notre rubrique affirmation erronée à l'encontre des Africains et assimilés. Montesquieu, que vous connaissez, qui était un penseur politique français, déclarait à l'époque, je cite, il disait « On ne peut mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme surtout bonne dans un corps tout noir. » Imaginez-vous cette déclaration. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. Parce que si nous les supposions des hommes comme étant des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Mais vous voyez, cela me conforte dans ce que je disais, à savoir que ces racistes étaient essentiellement des gens réellement marqués de folie, mais également marqués de méconnaissance absolue, de la façon dont le monde existe, de la façon dont Dieu a créé ces êtres. Et c'est pourquoi je dis souvent qu'il faudrait que nous puissions rester dans notre devise de toujours, la sagesse dans la force. Passons maintenant à la rubrique que nous avons créée et que nous avons élaborée pour exposer les comportements à retravailler et à éviter. En 2012, mes chers concitoyens du monde, le siège de l'Union africaine avait été construit par la Chine. Quelle gravité! Les informaticiens du bâtiment avaient découvert par la suite, lorsque c'était mis en exploitation, que l'intégralité du contenu de ces serveurs était transférée en Chine, à Shanghai. Cela permettait bien entendu à la Chine de suivre les débats, de savoir ce qui se disait, ce qui se tramait en termes de stratégie. Ça, c'est des choses que nous devons éviter. Le deuxième élément que je peux vous donner, qui est un peu contradictoire, c'est que les médecins cubains ont développé une expertise rare dans la gestion de crises épidémiques. Beaucoup d'entre eux sont d'origine africaine et assimilée. Je sais que vous tous qui me regardez, vous vous rappelez de cette image de noirs, enfin excusez-moi, j'avais dit que je n'en parlerai plus, d'Africains assimilés qui étaient descendus à l'aéroport d'Italie. Je pense que c'était à Rome. Ils étaient vivement applaudis parce qu'ils étaient venus sauver, appuyer, contribuer à aider surtout les Italiens dans leur stratégie de lutte contre la pandémie. C'était une image symbolique très forte. Mais hélas, ce gouvernement cubain qui s'était déclaré prêt à envoyer une brigade médicale pour renforcer les effectifs en France, il a fallu énormément de temps avant que la France ne les accepte. Et finalement, ils ne les ont acceptés que dans les DOM, les départements d'outre-mer, sans doute pour les problèmes d'orgueil et de symboles. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ces problèmes de symboles. Passons maintenant à notre rubrique Success Stories des Africains assimilés. Alors, saviez-vous que la machine à écrire que nous avons utilisée pendant très longtemps a été inventée le 7 avril 1885 par un Africain assimilé qui s'appelait Lee
Burridge. Il s'appelait Lee Burridge. Voilà, il était également d'origine afro-américaine. Mais également, il y avait un certain Newman Mashman qui également avait contribué à la construction, à l'élaboration, à l'invention de cette machine à écrire. Passons maintenant à notre dernière rubrique, les leçons du jour. Je voudrais, sur la base de ce que je viens de dire, tirer au moins 4 à 5 leçons. Premièrement, les Africains et assimilés doivent, à mon avis, être mieux organisés. Deuxièmement, il faudra que nous puissions promouvoir des lobbies financiers et politiques forts pour faire entendre notre voix dans le monde. Troisièmement, il faudra que nous puissions réfléchir sur des stratégies dont les maîtres mots seront bien entendu paix et respect, comme je l'ai toujours dit. Mais il faudra aussi envisager des stratégies de réciprocité, de rétention, de boycott et de lobbying lorsqu'il le faut. Lorsque dans certaines situations, notre stratégie de base qui consiste à ne vouloir que la paix et le respect n'arriverait pas à faire progresser les acquis. Il faudra enfin remettre sur la table, à mon avis, les exigences de reconnaissance par le monde entier de l'esclavage et de la colonisation comme crime contre l'humanité. Je sais que ça a été fait par beaucoup de pays. La France l'a fait, c'est une très bonne chose, la Belgique. Mais il faudrait que ce soit mondial, mais il faut surtout que ce soit suivi de réparation. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été aidée sur la base d'un plan Marshall. Il faudrait que nous également, on ne demande pas l'aide, mais il faudrait que ces grands empires que nous avons eus par le passé, qui ont été cassés par la colonisation, qui ont été cassés par l'esclavage, il faudrait que ça puisse être réparé. Il faudrait que nous puissions demander cette réparation. Œuvrons pour un monde solidaire, plus juste, mais également débarrassé des sentiments de condescendance. Et restons toujours en droite ligne de notre devise de tous les jours, la sagesse dans la force. Je vous remercie infiniment et vous dis à très bientôt à notre prochaine émission. Au revoir.